Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Alexandra Ridou. Après avoir travaillé pendant 7 ans comme ingénieure dans la logistique chez PepsiCo, Alexandra est devenue coach en reconversion professionnelle et a fondé Randose, R-A-N-D'_O-S-E. Poussée par ses parents pour faire de grandes études et plutôt bonne en maths, Alexandra se dirige vers une école d'ingénieur. Elle décide de se spécialiser en logistique et rentre chez PepsiCo à la fin de ses études. Alexandra y restera 7 ans et gravira les échelons en occupant pas moins de 5 postes en seulement 7 ans. Ce qui l'a fait tenir, l'ambiance plutôt jeune et les after-work entre collègues. Passionnée de développement personnel depuis toujours, Alexandra décide de se former au coaching dans une école prestigieuse de coaching en parallèle de son job. Une semaine après, c'est le déclic. Alexandra se rend compte qu'elle est faite pour ça et qu'elle n'a pas besoin d'attendre ses 40 ans pour changer de vie, date butoir qu'elle s'était fixée. Alexandra a fondé Randose il y a 3 ans pour accompagner toutes les personnes qui ne se trouvent pas à leur place professionnellement. Avec son programme Randose ta carrière, Alexandra associe bilan de compétences, coaching et marche car les meilleures décisions se prennent en marchant. Alexandra a depuis donné son propre TEDx Talk, comment retourner ses croyances pour rendre l'impossible possible, et également auteur du livre Les secrets d'un entretien d'embauche réussi. Alors avec Alexandra, on a évoqué la pression familiale pour faire de grandes études, sa carrière d'ingénieur chez PepsiCo, sa passion pour le développement personnel, comment faire face aux critiques de l'entourage, à quel moment il faut faire un bilan de compétences, le conseil numéro 1 pour se reconvertir et comment se reconvertir quand on est une maman et déjà bien occupée avec des enfants en bas âge. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandra. Bonjour Alexandra, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, moi aussi, enchantée également. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Ouais, avec plaisir. Alors, ça va faire 3 ans que je suis coach professionnelle et fondatrice de Randose pour accompagner les salariés qui veulent changer de job. Alors, j'ai hâte que tu nous racontes un peu plus parce que c'est un coaching assez particulier, assez spécifique, mais tu vas nous raconter après. Et donc, tu n'as pas toujours fait ça. Est-ce que tu peux me parler de tes études et de ton premier métier ? Ouais, avec plaisir. Mes études, ça va pas être très glamour. Au lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais alors vraiment aucune idée. J'étais pas mauvaise en maths, donc on m'a dit va faire une école d'ingénieur, ça ne te fermera pas de porte. Là-dessus, alors pour la petite histoire, j'ai commencé par une prépa, mais en fait c'était pas du tout pour moi la prépa. On m'avait vendu ça comme c'est un peu comme le lycée en un peu plus dur. Ouais. En vrai, c'est quand même un sacré bourrage de crâne. Et c'était pas mon truc. Donc au bout de 6 mois, j'ai intégré une école d'ingénieur post-bac. Je suis retrouvée donc directement dans le métier de l'ingénieur. Et très vite, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas tant attirée que ça par les matières ingénieurs. Et j'ai choisi la spécialisation la moins ingénieure possible, puisque du coup, l'informatique, c'était pas mon truc, la mécanique, pas non plus. Enfin bref, c'était la logistique. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde professionnel par la porte de la logistique ou supply chain. Pour ceux qui sont pointilleux, qui travaillent dans le domaine, ce n'est pas la même chose. Et il y en a qui voudront vraiment insister là-dessus, donc plus de la supply chain. Et je suis rentrée directement dans ma première boîte et qui a été aussi ma seule boîte, PepsiCo, dans l'agroalimentaire, sur un poste au départ de responsable transport distribution. Donc je gérais un entrepôt, les transports associés. Ouais, donc tu as fait ça quand même pendant 7 ans. Alors, comment ça t'avait fait un peu pour choisir ingénieur ? Parce que en plus, ingénieur pour une femme, voilà, c'est plutôt un métier d'homme, on va dire. Comment ça s'était passé pour toi ? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé ? Alors, on va dire c'est les parents plus le milieu social. Je viens de la banlieue ouest parisienne et assez élitiste où pour réussir dans la vie, il faut faire un bac+5, une prépa, une grande école. Et c'est pour ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je suis rentrée dans le monde professionnel avec 0 confiance en moi parce que mon école, elle faisait pas partie des grandes écoles d'ingénieurs. J'ai arrêté la prépa, je ne suis pas allée au bout et j'avais vraiment l'impression qu'on ne pouvait pas réussir sa vie sans avoir fait une grande école d'ingénieur. Donc j'ai vraiment été poussée plus par
le milieu social, les parents, etc. En fait, dans ma tête, il y avait un peu 3 choix quand on était au lycée. Soit tu devenais médecin, avocat, école d'ingénieur ou école de commerce. Je la fais grande ligne. C'était un peu ça. Et par élimination, je suis allée en école d'ingénieur parce que j'étais pas mauvaise en maths. Ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup poussé par les parents pour faire prépa. Et comment ils l'ont vécu justement quand toi, t'as pas forcément réussi comme tu le voulais? Alors, je leur ai vendu ça. Je pense que j'ai toujours été bonne négociatrice. Je leur ai vendu ça comme vous inquiétez pas. Alors pour l'histoire, j'ai fait l'école de l'UTT, qui est pas si connue que ça, mais l'UTC est très connue dans les écoles post-bac ingénieurs. Et je leur ai vendu ça comme je vais à l'UTT, mais vous inquiétez pas, il y a des passerelles et j'irai après à l'UTC, qui est une école beaucoup mieux cotée et beaucoup mieux vue. Et du coup, je leur ai vendu ça comme ça. Donc ils ont dit ok, pas de souci. C'est vrai que c'est une très bonne école post-bac. Ça vaut presque une grande école avec prépa. Et c'est après, du coup, une fois que j'étais à l'UTT, où je me suis rendu compte que j'aimais pas forcément les matières ingénieurs. Et il y avait cette filière logistique qui n'était qu'à l'UTT et pas à l'UTC, qu'il a fallu que je leur dise, en fait, je reste ici, je ne veux pas aller à l'UTC, où là, ça a été un petit peu plus compliqué à avaler. Mais finalement, c'est très bien passé. Et donc, alors, en quoi consistait ton métier? Parce que moi, je connais pas très bien la logistique, la supply chain. Comment ça se passait ton métier en plus dans une grosse entreprise comme Pepsi? Alors, du coup, j'ai beaucoup évolué. J'ai fait 5 postes différents en 7 ans. Donc, j'ai évolué tout au long de ce qu'on appelle la chaîne logistique. Globalement, tous les métiers tournent un peu autour de la même chose. C'est éviter d'avoir des ruptures pour le client. Donc, au début, j'étais dans le transport et la gestion du dépôt. Donc, c'était éviter les problèmes transport, éviter les problèmes au niveau des dépôts. Après, j'ai été sur la planification des productions. Donc là, c'était éviter les problèmes de production pour éviter des ruptures. Après, j'ai été sur de la prévision des ventes. Donc là, c'était bien prédire les ventes pour éviter des ruptures. Ensuite, j'ai été sur de la gestion de projet où on a mis en place une nouvelle usine et un nouveau dépôt. Donc là, c'était augmenter la capacité pour éviter des ruptures. Et ensuite, j'ai été manager au service client. Et là, c'était gérer la relation client pour prévenir des ruptures et essayer de les éviter également avec la relation client. Donc en fait, tout tourne autour de éviter des ruptures pour le consommateur final et en tant qu'entreprise agroalimentaire, nos clients, c'est la grande distribution, donc éviter des ruptures pour l'Intermarché, Carrefour, etc. Et ce que j'aimais bien quand même dans la logistique, c'est que c'est extrêmement tourné autour du relationnel, puisque je l'ai dit, tout tourne autour de régler des problèmes. Et tous les problèmes tournent plus ou moins autour de l'humain. Et du coup, c'est ce que j'aimais, en fait, c'était ce côté humain. Et donc, tu dis que tu as changé 5 fois de poste en 7 ans. Est-ce que tu es monté en grade ou tu avais envie de voir autre chose? Comment ça s'est passé? Une somme des deux. En fait, du coup, tous ces postes-là en logistique, à titre personnel, je les trouve très opérationnels et vite très redondants. Donc, en fait, au bout de 6 mois, j'avais l'impression de faire le tour du poste. Donc, je voulais voir autre chose. Et dans le monde de la chaîne logistique, de la logistique, finalement, il y a des catégories, des levels au niveau des postes qui font que j'ai suivi, on va dire, le traditionnel chemin d'évolution. Donc, commencer par tout ce qui est dépôt transport. Après, ce qui est un peu le niveau au-dessus en général, c'est la gestion de la production. Après, encore au-dessus, c'est la prévision des ventes. Encore au-dessus, le chef de projet. Et après, c'est manager. Donc, en fait, chaque poste a été une petite évolution. Et c'est l'avantage de travailler, en fait, quand même dans la logistique. C'est qu'il y a beaucoup de postes différents et c'est très facile d'évoluer. Contrairement à certains postes où il faut attendre 3-5 ans pour avoir une évolution hiérarchique. En logistique, il y a tous les niveaux de postes. Donc, c'est assez cool, ça. Du coup, tu as eu l'impression d'avoir fait un peu le tour en 7 ans? Ouais, exactement. Ouais. Du coup, comme j'ai fait 5 postes, on va dire, j'ai fait les principaux postes de la logistique. Et je savais que la prochaine étape, en fait, c'était de faire la même chose, mais au niveau managérial. Et c'est là où ça a commencé à perdre du sens et à commencer à me dire, waouh, ça va être long si maintenant il faut que je refasse tous les postes que j'ai déjà fait, mais juste un niveau au-dessus managérial. C'est très bien, j'ai adoré manager. Mais par contre, il y a quand même aussi beaucoup d'opérationnel. Malheureusement, on fait pas que du management et pas que de l'humain quand on est manager. Il y a aussi toute une partie opérationnelle et une partie sens. Je me battais donc pour éviter des ruptures. Chez PepsiCo, on parle de chips, de soda, et mettre toute mon énergie pour éviter des ruptures de chips ou de soda. Et à un moment donné, je me disais, c'est quand même un peu du gaspillage de mon énergie personnelle. Comment ça s'est passé un peu au niveau ambiance? C'était stressant? Enfin, voilà, on s'imagine une boîte américaine, que ça peut être assez beaucoup de pression. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, il y a un peu de pression, mais là, c'était vraiment le côté positif. Il y a une super ambiance.
Et c'est ce qui fait que, enfin, comme mon entourage dira toujours, mais tu en avais l'impression que tu t'éclatais dans ton job. Et c'est vrai que quand il y a une bonne ambiance au travail, ça fait tout passer sans problème. Enfin, tout va bien. C'était assez jeune, hein? Ouais, c'est très jeune, c'est bonne ambiance, on a le droit à l'erreur, on s'entraide, on travaille quand même dur, il y a du boulot qui est fait, mais vu que c'est quasiment comme une famille ou une bande d'amis, ça passe beaucoup mieux. Et c'est là où le Covid a fait du mal, c'est que d'un coup on s'est retrouvé en télétravail, et donc c'est dur de garder la bonne ambiance. Et c'est là où on voit du coup beaucoup plus, ah bah mince, c'est ça mon job, et on voit le fond du job. Ouais, t'avais plus les à côté un peu pour équilibrer. Ouais, exactement. Et comment t'as eu le déclic alors? Donc, parce que voilà, tu commences un peu à te lasser, t'as un peu fait le tour. Et comment tu te dis, bon, ça y est, c'est plus pour moi? Parce que, en plus, je trouve quand même, quand on est un ingénieur, c'est quand même un métier assez spécifique. Mm. Comment tu t'es dit, je peux faire autre chose et puis j'ai envie de faire autre chose? Alors ça a été un très très long chemin. Du coup, en école d'ingénieur, j'ai découvert le développement personnel. J'ai toujours adoré le développement personnel et je me suis toujours dit, oh, mais ça c'est le job de rêve, coach. Seulement, on n'a jamais vu de coach ingénieur, donc dans ma tête c'était le truc impossible. Et puis après, je suis rentrée dans le monde professionnel et j'ai découvert les coachs professionnels, les fameux coachs qui vont coacher en entreprise, etc. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est ça que je veux faire. Et de mon entourage et de ce que je voyais, tous les coachs professionnels avaient fait d'abord au moins 20 ans en entreprise, avaient gravi les échelons. C'était faire un peu leur preuve sociale. Et après, ils s'étaient mis à leur compte pour devenir coach professionnel. Donc, je m'étais dit très vite, quand je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, bah, je vais être coach professionnel, mais il faut que j'attende 40 ans. Donc, j'attendais patiemment et je me disais aussi que plus je gravissais les échelons rapidement, plus je serais un bon coach professionnel qui pourrait coacher les dirigeants. Et ça, tu avais déjà ça en tête depuis Ouais, assez ton vite. premier jour chez Pepsi, Non, quoi. non, au bout d'un ou 2 ans. 1 ou 2 ans, assez vite. Fait, dès que j'ai découvert le métier de coach professionnel, je me suis vraiment dit, oh, mais ça, c'est génial. On accompagne des gens à se développer. C'est exactement ça que je veux. Et c'est pour ça aussi que j'attendais avec impatience d'avoir un poste managérial. C'est que je savais que le management, j'allais adorer ça, faire développer les humains. C'était vraiment quelque chose qui m'animait. Coach carrière, ça consiste en quoi exactement? Parce que moi, je connais pas très bien. Donc, c'est plutôt l'entreprise qui fait appel ou c'est quelqu'un justement qui est par exemple manager et qui veut monter les échelons, plus il va faire appel à titre individuel? Alors, moi, du coup, à ce moment-là, la seule chose que je connaissais, c'était le coach professionnel, qui était le coach payé par l'entreprise pour aider un de ses managers à monter en poste, aider un de ses managers à prendre des meilleures décisions, etc. Après, en effet, il y a le coach de carrière qui, lui, peut être payé par juste le salarié lui-même pour tout type de problématiques qu'il rencontre et dont il veut pas forcément en parler à son entreprise. J'ai toujours quasiment eu en tête ce truc de coach professionnel qui m'intéressait et je me disais donc faut gravir le plus d'échelons possible et avoir 40 ans pour être légitime. Donc j'attendais patiemment d'avoir 40 ans et de gravir les échelons et en fait c'est vers 28-29 ans où j'étais devenue du coup manager. J'avais enfin atteint un poste manager, donc j'étais trop contente. Et je me suis rendu compte que, alors oui, j'adore le management, mais il y a quand même tout le autour, l'opérationnel, logistique qui reste, qui est pas forcément ce que j'aime. Et je commençais à me dire, ok, il te reste encore plus de 10 ans à faire du management en logistique. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Et j'ai eu un éclair de génie. J'ai commencé à me dire, à ton avis, est-ce que tu seras un meilleur coach en faisant 12 ans de logistique à des postes managériels et après devenir coach à 40 ans? Ou est-ce que tu seras un meilleur coach en essayant dès maintenant de devenir coach, en ayant presque 12 ans de pratique de coaching? Et là, je me suis dit, mais en fait, tu seras un meilleur coach, c'est sûr, si tu pratiques dès maintenant le coaching. Et en fait, en me disant ça, j'ai commencé à me dire, bah, pourquoi pas te former au coaching maintenant, en parallèle de ton job, voir déjà si ça te plaît, parce que quand même, j'avais cette idée, mais je ne savais pas vraiment en quoi consistait le coaching et si ça me plaisait vraiment. Et si ça te plaît, bah, commencer à coacher en parallèle de ton job. Et comme ça, quand tu auras 40 ans, là, tu seras vraiment légitime. Et c'est comme ça que du coup que l'idée a commencé à germer. Et après, donc j'ai commencé à me former. Et là, j'ai tout fait péter au bout d'un mois. Je suis passée de peut-être qu'un jour tu seras coach à en fait, c'est maintenant tout de suite que je veux devenir coach. Et c'est là où j'ai commencé à entamer ma reconversion.
Mais ça, c'est très vrai ce que tu dis parce que je trouve qu'on se met beaucoup de délais comme ça. À titre personnel, je m'étais fixé 10 ans avocate. Je sais pas d'où ça me sortait aussi. Je m'étais dit, bah, je ferais ça 10 ans pour un peu rentabiliser les études et puis, bah, après, je ferais totalement autre chose plutôt dans la mode. Et en fait, c'est vrai que c'est complètement bête parce que si on a envie de faire quelque chose, autant le faire dès maintenant et progresser petit à petit plutôt que de se mettre des délais. Et je sais pas pourquoi on se met des délais comme ça dans la tête. Bon, on attend le fameux bon moment, en fait, et on se Ouais. dit, ah, et comme tu dis, le fait de rentabiliser. Il y en a beaucoup de monde qui vont dire, ah, mais je viens de commencer un nouveau poste. Ah, mais il faut que je le rentabilise au moins de 2-3 ans. Alors qu'en fait, on rentabilise rien du tout. Au contraire, on perd 2-3 ans de notre vie, alors qu'on pourrait dès maintenant faire quelque chose qui nous plaît. En plus, je trouve que plus on attend, plus je sais pas comment on se démotive un peu. Il y a un côté, on se rationalise. Bon, bah finalement, voilà, cette vie-là, c'est pas si grave. Tu vois, on perd un peu d'énergie, je trouve, quand on attend aussi. Ouais, on dit vite, c'est pas si pire. Enfin, je sais que moi, honnêtement, je me posais vraiment mais aucune question. Je m'étais dit, bon, c'est à 40 ans, donc remets pas en question ton job. Tout le monde allait dire autour de moi que je m'éclatais dans mon job, et je le disais aussi. Et maintenant, avec du recul, je me dis, mais je m'éclatais pas du tout. En fait, ce qui m'éclatait, c'était la bonne ambiance et le fait d'avoir de la reconnaissance et d'évoluer. Mais le job en tant que tel, non, en vrai, maintenant, je m'en rends compte, il m'éclatait pas du tout. Ouais. Comme quoi, les afterwork, parfois, ça peut. Voilà, exactement. Ça peut vraiment motiver des salariés. Ouais. Et alors, donc, tu as commencé tes cours de coaching. Où tu les as fait? Comment ça s'est passé ta formation? Alors, je les ai fait à la Haute École de Coaching à Paris, en parallèle du coup de mon job. Et il y avait 2 semaines en présentiel où j'avais posé du coup 2 semaines de vacances, et tout le reste, on pouvait le faire en visio en parallèle. Donc ça, c'était bien pratique. Et ça a duré 8 mois, il me semble, pour être certifiée. Pour la petite histoire, j'étais enceinte. Et j'ai passé l'oral de coaching 1 semaine avant d'accoucher. J'avais qu'une peur, c'était de pas pouvoir faire ma certification avant d'accoucher et que ma fille arrive plus tôt que prévu. Et j'ai eu de la chance, elle est arrivée comme prévu. Du coup, 1 semaine avant, pile poil, j'ai passé mon oral et j'ai pu être certifiée coach. C'est marrant parce que souvent, justement, la maternité, ça fait un peu. Enfin, ça fait le déclic pour se reconvertir. On a eu beaucoup d'invités qui nous ont dit ça. Il y a le côté. Je sais pas, je vais être maman, il faut que je prenne en main ma vie un peu. Ouais. Alors ça n'a pas été le cas pour moi parce que du coup je m'étais inscrite à l'école avant de savoir que j'étais enceinte. Mais en effet, dans mes clients en tout cas, moi j'ai aussi beaucoup de mamans et souvent le deuxième enfant, c'est le vrai déclic. Et alors, comment ça s'est passé? Donc, donc tu dis au bout d'un mois, ça y est, tu te dis, c'est fait pour moi. Comment ça s'est passé pour toi? Assez vite. Du coup, donc il y avait 2 semaines en présentiel et ça commençait direct avec 1 semaine en présentiel. En fait, à la fin de la semaine en présentiel, je me suis dit, mais je suis à ma place. Chose que je m'étais jamais vraiment dite jusqu'ici. Là, je me suis dit, c'est génial, si je peux en faire mon métier, ça me correspond totalement, c'est 100% centré sur l'humain, c'est ce que j'adore. Je savais quand même que j'allais aimer ça parce que, alors, j'ai beaucoup fait d'associatifs. Mes activités associatives, c'était toujours de l'accompagnement. Accompagnement de jeunes en difficulté, sur de la recherche d'emploi pour des chercheurs d'emploi. Donc, je savais que j'allais aimer ça. Et là, ça a été la révélation parce qu'en plus, j'avais tous les outils pour pouvoir accompagner proprement quelqu'un. Ouais, t'avais l'impression de le faire bien. Ouais, voilà, exactement. Et après, comme on est en groupe, on est avec du coup d'autres personnes qui veulent se lancer dans le coaching, donc forcément, ça fait de l'émulation et on a envie de tous se lancer ensemble. Donc ça a été vraiment, ah ouais, en fait, je veux faire ça et je veux me lancer au plus vite. Et surtout, ça m'a fait aussi moi-même travailler sur moi, puisque on apprend des outils de coaching, on apprend à se les utiliser sur nous-mêmes également. Et là, directement, en 1 semaine, je me suis dit, mais en fait, tu te dis qu'il faut attendre 40 ans, mais il n'y a aucune raison d'attendre 40 ans. Tu peux te lancer tout de suite en coach, tu es totalement légitime. Et du coup, directement, j'ai commencé à me dire, OK, on va essayer de lancer ça, en fait, maintenant, en parallèle de son job. Et si ça décolle, et on verra à ce moment-là pour quitter son job. Et alors, comment ça s'est passé? Donc, tu te lances. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts? Donc, je me lance. Alors, au début, comme j'étais avec mon job en parallèle, je me suis dit, fais ça gratuitement. Déjà, t'as pas de pression financière. Donc, j'ai commencé à chercher des premiers clients gratuitement. Ça s'est super bien passé, des super retours. Donc, en plus, ça confirme que j'aime ça, mais aussi, je suis pas mauvaise dans le coaching. Donc, c'était top. Et il se trouve que, alors, au moment juste après avoir accouché, mon mari a passé des entretiens d'embauche pour aller, on était sur Paris, donc, pour un job sur Grenoble. Et il a été pris. Et du coup, là, mais alors moi, j'ai vu l'opportunité du siècle.
Je sais pas si tout le monde est au courant, mais quand on est marié, s'il y en a un qui change de région pour une raison professionnelle, on peut avoir le chômage, l'autre peut avoir le chômage pour suivi de conjoint. Du coup, j'ai vu l'opportunité, bah, c'est génial. Le seul truc qui me bloquait à me lancer, c'était le côté financier. Là, je me suis dit, je peux le suivre, j'ai le chômage, ça me laisse 2 ans pour tester, pour me lancer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au pire, je me disais, je retrouverai un job dans la logistique ou, enfin, non, je voulais quand même quitter la logistique, je m'étais dit en RH. Au pire, je me reconvertirai dans les RH, dans quelque chose de plus humain. Et c'est comme ça que, bah, quand mon mari a eu le job, j'ai dit, bon, bah, en fait, c'est parti, on se lance à 100%. Et quelles ont été les réactions de ton entourage à ce moment-là? Parce que eux, peut-être, ils se disaient, bon, c'est un peu son hobby, elle fait ça un peu sur le côté, mais quand tu dis, bon, je vais le faire vraiment à temps plein, comment ça s'est passé pour ton mari et tes parents? Alors, mon mari l'a plutôt bien accueilli. Il a dit ok, pas de souci. De toute façon, je lui disais que c'était sous contrôle. Bon, il était quand même attention, hein, si ça marche pas, tu retrouves un job. Donc, il était quand même là régulièrement pour me rappeler que attention, un tic tac du chômage. Et le reste de l'entourage, ma famille, mes amis. J'avoue que j'avais tellement peur de ce que pouvaient penser les autres que j'ai jamais laissé quelqu'un dire son avis. C'était bon bah au fait, je pars sur Grenoble, je me lance dans le coaching et voilà. Et du coup, quand on laisse pas les autres vraiment donner leur avis, bah ils peuvent juste dire ok, top. Ça, c'est un super conseil parce que je sais que moi, quand je me suis reconvertie, justement, je disais, voilà, bah, j'arrête d'être avocate, mais je sais pas trop ce que je vais faire. Et alors là, c'est la porte ouverte à tous les commentaires. Et justement, maintenant, j'ai aussi des amis qui me disent, ah, je sais pas pourquoi on me critique beaucoup, là, même dans plein de choses de la vie en général. Et je dis, mais en fait, c'est ton attitude qui laisse ouvertes les critiques. Quand toi, t'as l'air heureuse, affirmée, sûre de toi, les personnes prennent ça comme une information, en fait. C'est Ils ça. prennent pas ça comme une question. Et je pense que c'est un super conseil dans la vie de tous les jours. Si, voilà, on n'a pas envie d'être critiqué, il faut justement, voilà, pas laisser la porte ouverte aux commentaires. Ouais, c'est très vrai. Et moi, je le dis à mes coachés, ne parlez pas de votre projet tant que vous n'êtes pas, vous, sûr de votre projet. Parce que sinon, les gens vont juste vous mettre des doutes et vous faire douter encore plus. Ça ne sert à rien. On en parle quand vraiment on sait que la personne, elle va nous pousser vers le haut, que c'est quelqu'un à qui on a confiance et tout. Mais si on a des doutes sur la réaction de la personne, on n'en parle que quand on a notre plan d'action et bon bah voilà, je pars faire du coaching, je pars à Grenoble et je suis formée et voilà comment ça va se passer. Sinon, en effet, les autres s'inquiètent pour nous, ce qui est normal. Nous, on le ferait aussi naturellement. Si quelqu'un vient nous présenter un projet un peu bancal, je pars, je sais pas trop ce que je vais faire, c'est un peu risqué financièrement. Nous, naturellement, on va s'inquiéter pour la personne parce qu'on tient à elle et on va lui dire ah bon, mais t'es sûr, mais etc. Et c'est pas méchant, c'est juste qu'on s'inquiète parce que la personne nous a pas assez rassurés. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de projections parce que, par exemple, moi, quand j'en parlais à mes copines qui étaient encore avocates, bah, elles sont encore avocates, ça leur plaisait pas forcément, donc elles vont dire, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi, parce que c'est le truc qu'elles se disent tous les jours pour se justifier qu'elles sont encore avocates. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, ne le fais pas parce que elles osent pas le faire. Totalement. Il y a énormément de projections mais c'est pour ça en fait quand je dis que on les a pas rassurées à travers le message, c'est que du coup elles arrivent avec toutes leurs peurs et elles les projettent exactement comme tu dis. Ça va être ah non mais c'est risqué financièrement, mais t'imagines et tes enfants et comment tu vas faire pour l'école. Tout en fait ce que cette personne se dit, elle dans sa tête, elle va bah, les sortir pour les projeter. Bon, en tout cas, comme quoi ça peut bien se passer avec des parents, même qui sont plutôt traditionnels Oui, niveau métier. exactement. Ils ont bien accepté du coup. Bon, j'ai quand même eu le droit à une petite réflexion du type ça va, il y a ton mari qui a un job. J'avais envie de dire Ouais. oui, mais quand même, mon objectif, c'est pas de me laisser porter par mon mari, c'est quand même de gagner de ma vie. J'imagine que même encore aujourd'hui, donc ça fait 3 ans que t'es coach, parfois on te dit ah c'est ton mari, Ça non arrive c'est de un... temps en temps. Ouais. Ouais, Les clichés, on la vie dure. ouais. En fait, je pense que quand on s'éclate dans son job, les gens ont du mal à imaginer qu'on puisse être rémunéré pour ça. Ouais, exactement. Et alors, donc maintenant, ça fait 3 ans que t'es coach. Est-ce que tu peux nous raconter Randose? Alors, comment c'est venu? Qu'est-ce que c'est? Parce que ça a une spécificité, d'où le nom. Alors, rando, c'est pour mêler randonnée et oser, parce que en fait, tout est basé sur le fait que la marche est un puissant outil et j'utilise la marche pour mes accompagnements, parce que les neurosciences le démontrent. Quand on marche,
on développe notre créativité, on développe notre prise de recul, on développe notre prise de décision. Et c'est exactement ce qu'on veut quand on veut changer de job, parce que du coup, Randos, c'est quoi? J'accompagne tous les salariés et même non salariés qui se trouvent pas à leur place professionnellement, qui se disent ah, j'ai l'impression de pas donner le meilleur de moi-même, j'exploite pas mes capacités à 100%, mais qui ne savent pas du tout quoi faire. Ils sont dans une sorte de flou total. Je sais que je suis mal, je sais que j'ai pas de motivation pour aller au travail, mais en même temps, qu'est-ce que je pourrais faire? J'en ai pas la moindre idée. Et du coup, Rando, c'est un mélange de bilan de compétences et de coaching pour justement retirer ce brouillard, y voir plus clair et enfin choisir la voie qui correspond le mieux. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un bilan de compétences? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent en disant, voilà, moi j'ai fait un bilan de compétences, nanana. Non, c'est pas exactement ce que c'est. Et il y a aussi la différence justement avec le coaching. Comment toi tu les cumules? Alors, le bilan de compétences sans coaching, pur et dur, ça va être quoi? Ça, on va partir de vos compétences. On va vous faire des tests de personnalité. Alors, tout type de tests de personnalité. Et après, ça va sortir 2-3 pistes professionnelles. Et on va vous aider à faire attention que pour ces pistes professionnelles-là, il y a bien un marché, que vous pouvez bien y aller avec vos compétences actuelles. Donc ça, c'est le bilan de compétences. Je l'assimile souvent à un peu le conseiller d'orientation en 3e. Ouais. T'es bon en maths, tu vas faire S. Ça va pas chercher très loin, très en profondeur. D'où le bilan de compétences qui met le coaching. Il va reprendre tout ce qui est un bilan de compétences. Et il va aller en profondeur, par contre, de OK, Clairvy, qui es-tu? Quelles sont tes aspirations profondes? Qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes besoins? Quelle est ta vision de la vie? On va en fait beaucoup plus extrapoler les rêves pour vraiment s'ouvrir un champ des possibles énorme. Et ensuite, ce que tu fais pas le bilan de compétences, on va venir titiller ces fameuses croyances, ces fameuses peurs. Par exemple, la croyance, moi, que j'avais qu'il fallait attendre 40 ans pour être coach. Un bilan de compétences pur et dur, il allait pas forcément challenger ça. Il allait dire, OK, tu penses ça, donc, OK, on élimine la piste du coaching. Alors que le coaching, il va challenger toutes ces croyances pour aller vraiment au fond, en profondeur de chaque personne et dire, OK, voilà, toi, tes aspirations, c'est ça. T'as telle peur, telle peur, telle peur. On va les retirer de ces peurs. Et voilà ce qui reste. Et du coup, voilà la voie qui te correspond le mieux. Donc, du coaching sans bilan de compétences, on va juste travailler les croyances et pas forcément utiliser d'outils type test de personnalité, etc. Quand ça mêle les deux, je trouve que c'est assez complet. Et c'est pour ça que maintenant, je pense que quand même sur le marché, les 3/4, c'est des coachs qui font du bilan de compétences pour mêler les deux parce que les résultats sont beaucoup plus impressionnants. Mais ça, c'est super ce que tu dis parce que justement, j'ai eu des personnes dans Oser la reconversion qui me disaient j'ai fait un bilan de compétences et bon voilà, j'ai été un peu déçue parce qu'on m'a dit bah en fait ça c'est pas pour toi, mais sans vraiment me donner de pistes ou voilà parce que ça fait vraiment le bilan quoi. Ouais, c'est juste un petit bilan, on repart avec ses pistes et on est souvent déçu parce que ça prend pas en compte les envies en fait. Ça prend en compte par exemple, j'ai n'importe quoi, Clairvy, tu veux créer ta marque de vêtements et en fait t'as aucune expérience dedans donc non, c'est pas dans la liste. Alors que quand même t'as envie, tu peux en faire des choses. Le coaching part du principe de façon qu'on peut toujours augmenter nos compétences sur tous les domaines. C'est surtout une question d'envie. Et c'est là où dans un bilan de compétences qui met le coaching, le premier point d'entrée, c'est pas les compétences, c'est les envies. Oui, en fait, toi, tu vas aussi vers l'avenir, quoi. Il y a le côté, ok, on fait le bilan de ce qu'on a déjà, de ce qu'on sait faire, mais aussi on se projette sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible. Exactement. Les clients, ils partent avec vraiment la vision long terme, moyen terme et court terme. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont le rêve fou, je sais pas, de devenir vétérinaire. Tout de suite, court terme, c'est pas possible, c'est impossible. On va le projeter à 20 ans et se dire, ok, si je veux devenir vétérinaire à 20 ans, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant? Et on va faire comme ça tout le plan pour devenir vétérinaire dans 20 ans. Et alors, c'est un programme en combien de temps? Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est un programme en 4 mois. Il y a 3 modules. Premier module, il s'appelle Ose rêver. Et du coup, c'est vraiment cette première étape qui est essentielle. On imagine que tout est possible. On fait un vrai travail d'introspection sur qui on est, nos compétences, nos talents, nos valeurs, nos besoins, la vision qu'on veut de la vie, pour à la fin sortir avec au moins, c'est l'exercice le plus challengeant du programme, 15 pistes professionnelles qui pourraient correspondre à la personne. Ah ouais. Ça paraît très compliqué dit comme ça, mais avec les exercices, c'est beaucoup plus simple. Mais l'objectif, c'est vraiment, contrairement au bilan de compétences, de s'ouvrir tout le champ des possibles
pour ensuite passer dans un deuxième module qui s'appelle Ose choisir. Et là, la personne va choisir 3 pistes parmi les 15 qu'on va aller investiguer en profondeur. Donc, on va l'investiguer, à quoi correspond le quotidien, etc. Mais c'est là aussi où on va travailler les peurs, les croyances. Ok, je pense que cette piste, elle est pas possible. Ok, pourquoi? Est-ce qu'elle est vraiment pas possible? Et on va aller creuser tout ça pour qu'à la fin du deuxième module, la personne, elle choisisse la piste en mode « je suis sûre, c'est ça que je veux, j'ai fait le point sur mes peurs, j'ai fait le point financier, j'ai tout fait le point, c'est cette voie qui me correspond ». Et ensuite, on attaque du coup le troisième module qui s'appelle « Ose agir ». Et là, c'est de l'accompagnement à la recherche d'emploi, si c'est une piste salariale, ou de l'accompagnement à lancer son projet entrepreneurial, si c'est une piste entrepreneuriale. Donc, on va vraiment du coup du travail d'introspection au vrai plan d'action pour que la personne, elle parte. Le mot qui revient le plus souvent, c'est « je suis serein ». Je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais et je sais comment j'y vais. Et après, concrètement, du coup, comment Randose prend forme là-dedans dans tout ça. Chaque semaine, chaque coaché a un audio d'auto-coaching à écouter en marchant, qui est fait exprès pour débuter la réflexion, pour développer sa créativité, etc. Et on a une séance de coaching en plus chaque semaine pour débriefer, rentrer en profondeur dans les problématiques. Ça mêle coaching individuel et collectif. Donc en plus, il y a l'émulation de groupe qui fait qu'on est plusieurs à se retrouver. On est plusieurs, enfin tout le monde est dans le même bateau. On commence ensemble, on finit ensemble. Et ça, c'est aussi magique, là, le coaching collectif. On n'a pas parlé, on a parlé du bilan de compétences du coaching. Mais alors, le coaching collectif, il y en a beaucoup qui sont réticents parce que est-ce qu'on va vraiment aller en profondeur de moi, de trouver la solution pour moi? En vrai, au début, je proposais le programme en coaching 100% individuel. J'ai totalement arrêté parce que le coaching collectif a des résultats, mais 1000 fois supérieurs au coaching individuel. Quand on est plusieurs, on se motive à plusieurs, mais carrément plus. C'est-à-dire que il y en a qui auraient peut-être pas osé vraiment rêver. Puis quand on voit le copain d'à côté qui, lui, il rêve, il a des rêves fous, on se dit oh, mais moi aussi, je vais avoir les mêmes rêves. Moi aussi, je vais imaginer que tout est possible. Donc, on arrive beaucoup plus à s'entraider tous ensemble dans la bonne direction. Et surtout, on se sent moins seul. Parce si on n'a pas d'amis autour de nous qui se posent des questions sur je suis pas à ma place, est-ce que je pourrais faire quelque chose d'autre, on se sent vite le vilain petit canard. Alors que là, on est tous dans le même bateau, tout le monde a envie de changer de job, tout le monde en a marre de son job, tout le monde a les mêmes impacts sur sa vie personnelle, etc. Qui fait qu'on peut échanger et rien que ça permet d'aller mieux. Et c'est quelle taille un peu les groupes? Alors, je suis en tout petit groupe parce que justement, je trouve que les gros groupes, par contre, on perd totalement l'intérêt de l'individuel. Je suis sur 4 à 5 personnes. Ah oui. Donc, vraiment petit pour que on puisse aller en profondeur de chaque personne individuellement. Et tu fais quand même les coachings individuels? Ouais, alors en fait, il y a 12 séances collectives et 3 séances individuelles. Et c'est vrai que je trouve ça chouette d'avoir un petit groupe parce que justement, moi, quand je me suis reconvertie, j'avais toutes mes copines qui étaient plutôt dans la profession d'avocate. Et du coup, j'étais un peu perdue, en fait, parce que tu as un moment où tu es entre les deux et t'as pas vraiment d'amis qui correspondent enfin, de proches à qui parler, qui correspondent à ta nouvelle vie, en fait. Comme t'as pas encore construit justement cette nouvelle vie. Donc je trouve ça chouette justement d'avoir ton petit groupe. Ouais, qui s'entraident en général. D'ailleurs, ils restent en contact après le programme parce qu'ils ont vraiment créé une dynamique ensemble. Et c'est ton programme, on peut le suivre même quand on a un job? Oui, alors 80% de mes coachés ont un job. Les coachings se font sur l'heure du déjeuner en semaine. C'est ce qui convient à tout le monde en général. Ils demandent quand même du temps personnel, de l'investissement personnel. Je dis en général compter une bonne heure de travail personnel chaque semaine. Et 1h30 de coaching collectif par semaine. Donc en 2h30 par semaine en 4 mois, on peut changer de vie. Exactement. On peut être alors on n'a pas forcément atteint sa nouvelle vie, mais en tout cas, on sait où on veut aller. En fait, on arrête de se poser des questions. On est confiant, on a la confiance pour dire OK, je sais que c'est là où je veux y aller, je sais que je peux y aller et je sais comment j'y vais et on déroule le plan. Et il y a de toute façon en plus une séance post-programme individuelle pour refaire le point et être sûr que la personne avance dans la bonne direction, etc. Donc là, on est début septembre. Donc si les auditeurs commencent avec toi, en 4 mois, ils commencent 2024 en ayant une nouvelle vie. Exactement. C'est possible? C'est possible. Alors comment ça se passe pour les auditeurs qui voudraient s'inscrire avec toi? Est-ce que tu as une session qui va démarrer prochainement? Ouais, alors j'ai une session qui va démarrer sur septembre, justement. Et pour ceux qui veulent démarrer avec moi, pour qu'il y ait une bonne ambiance justement dans ce collectif, etc., je choisis un peu mes coachés. Et du coup, ça passe forcément par une séance diagnostic offerte qui nous permet déjà de faire le point sur la situation de la personne, voir si ça se trouve, il y en a certains qui dans cette séance, il leur manque juste un petit coup de pied aux fesses pour se lancer tout seul. Je suis une très mauvaise commerciale. Si la personne, il lui faut juste un coup de pied aux fesses,
Je lui donne le petit coup de pied aux fesses et comme ça, elle part et elle continue son chemin seule. Et moi, du coup, ça me permet du coup de voir avec la personne si le contact il passe. Si le contact passe et que je juge que la personne, mon programme va vraiment lui apporter quelque chose et qu'elle a la motivation pour faire le programme, et ben dans ces cas-là, on peut se lancer ensemble. Et le programme est éligible au CPF s'il y en a qui veulent payer avec leur CPF. Oui, est-ce que tu peux nous donner les tarifs? Alors c'est 2250 € hors CPF. Et il y a une majoration de 10% si vous payez avec le CPF, puisque c'est beaucoup de paperasse, le CPF. Donc, ton site, c'est www.rand-ose, donc ça correspond bien à Oser la reconversion d'ailleurs, .com. Donc, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour justement faire le diagnostic gratuit. Puis après, si les auditeurs veulent s'inscrire. Est-ce que toi, tu as une anecdote à nous raconter peut-être de quelqu'un que tu as accompagné ou tu as vu un vrai changement En anecdote, je dirais, ce qui est marrant, c'est que la personne, elle vient toujours avec un objectif en tête ou un truc. Et alors, en quelques semaines, on est plus du tout là. Ça me fait penser, il y en avait un qui venait, faut absolument que je change de job, ça se passe super mal avec mon manager, bref, on se comprend pas, je me sens pas à ma place, etc. En 2 semaines, en fait, on met le point sur le fait que, on met le doigt, sur le fait que le problème, c'est un problème de communication avec son manager. Il prend le courage, parce que du coup, on travaille beaucoup la confiance en soi. Il augmente sa confiance en lui pour avoir le courage de parler à son manager, dire les choses. Finalement, ils se comprennent. Ils changent de toute leur façon de faire. Au bout d'un mois, la personne, elle est là. Ah non, en fait, mon poste, ça va, ça se passe bien avec mon manager. Je peux encore rester quelques années comme ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça nous permet de quoi? Ça nous permet de travailler sur son projet de cœur. Donc finalement, il a découvert que lui, sa passion, ça a toujours été faire son pain, etc. Mais qu'il se voyait pas avoir une boulangerie et qu'il se voyait plutôt en fait vendre son pain sur des marchés. Donc ça lui a permis de trouver ça. Ça lui a permis du coup après de se dire ça va mieux dans mon poste actuel, donc c'est top parce que je peux lancer ça en parallèle de mon job. Je peux commencer à me former, etc. Je peux commencer le week-end à vendre mon pain. Et quand ça prendra bien, je pourrai quitter mon job. Et donc, cette petite anecdote, elle reflète vraiment beaucoup de mes coachés qui arrivent avec un problème, qui finalement résolvent leur problème dans les semaines qui viennent, et qui, du coup, après, peuvent se consacrer à leur vrai projet de cœur, à définir ce projet de cœur, et le lancer sans plaquer sa dème du jour au lendemain, parce que c'est vraiment ce que je ne conseillerais à personne. Une reconversion, ça se prépare, une transition, ça se prépare. Si vous avez plein d'argent, il n'y a pas de souci, faites-le. Mais quand même, l'aspect financier est très important et c'est un gros point que je fais attention dans le programme. Ok, on se lance, mais on prépare et on gère financièrement notre transition pour pas se mettre à mal. Et du coup, à quel moment tu conseillerais de faire le coaching avec toi? On peut être assez avancé du coup voilà, on en a un peu marre, mais on n'est pas prêt à quitter son job. Tu penses que c'est bien de le faire même à ce moment-là? C'est à ce moment-là où c'est le meilleur moment. Et ça, malheureusement, les gens, naturellement, vont attendre d'être au pied du mur. Vont attendre, j'en ai beaucoup, tiens, mon entreprise, elle a fait un PSE. Du coup, je me demande ce que je peux faire après. Tiens, j'ai posé ma dème, j'ai une rupture conventionnelle. Je me demande ce que je peux faire. Mais en fait, le problème, c'est quand on est au pied du mur, là, on va devoir prendre une décision court terme, qui est pas forcément notre décision de cœur. Parce que il faut faire rentrer de l'argent, il faut avoir un job tout de suite. Pareil, ceux qui attendent d'arriver au burn-out, malheureusement, déjà le burn-out c'est extrêmement compliqué de s'en remettre. Pour information, en moyenne, un vrai burn-out c'est 2 ans pour s'en remettre psychologiquement. Donc attendre en fait d'être au pied du mur, c'est bien parce que c'est mieux vaut tard que jamais quand même. Il faut prendre les choses en main à un moment donné. Mais le mieux, c'est quand juste on se dit, tiens, est-ce que je pourrais faire quelque chose d'autre? Juste se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux qui pourrait me correspondre? Là, c'est le meilleur moment parce que j'ai pas encore saturé de mon job. Donc, je peux encore rester dans mon job le temps de faire une transition. Je veux faire, je veux me lancer dans le coaching. On sait que les 2 premières années, on gagne pas beaucoup sa vie. Je peux le faire en parallèle de mon job, en side project. Parce que mon job, j'en ai pas marre, je suis pas saturée. Et je sais que dans 2 ans, je peux me lancer, j'aurai pas de problème d'argent parce que j'aurai déjà commencé à faire ma transition financière et que ça coulera de source sans aucun problème. Et j'aurais pas eu à vivre ce moment où j'en peux plus de mon job, où je suis au pied du mur, où je sais pas moi, je passe par un burn-out, un bore-out ou n'importe quoi. Le plus tôt, c'est le mieux. Ouais, c'est un peu comme quand t'es malade et que t'attends d'être au bout pour aller chez le médecin, quoi. C'est ça, exactement. Alors qu'un petit Doliprane dès le début, ça aurait peut-être résolu le truc. Ouais.
Alors, c'est quoi le premier conseil que tu donnes aux personnes que tu accompagnes? Si tu peux donner un conseil aux auditeurs d'Oser la reconversion qui voudraient peut-être justement commencer un petit peu par eux-mêmes. Ouais. Alors, le premier conseil que je donne et qui a le titre du premier module de Randose, c'est rêver. Vraiment, oser rêver. En fait, on se dit toujours, ah, j'ai pas d'idée de ce que je peux faire. En vrai, des idées, on en a plein. C'est juste qu'à chaque fois, on dit impossible, impossible, impossible. Osez rêver, osez croire que tout est possible. Là, vous commencerez à avoir des idées. Et une fois que vous avez les idées, allez investiguer est-ce que c'est vraiment impossible ou pas avant de l'éliminer. Je prends mon exemple personnel, j'osais pas rêver. Pour moi, être coach, c'était impossible. À un moment donné, je me suis autorisée à dire, bon, ok, et si c'était possible, comment on ferait? Comment ça pourrait se passer? Et là, j'ai découvert qu'en fait, c'est totalement possible et que c'est moi-même qui mets mes propres barrières. Donc, un conseil, c'est commencer par juste rêver, partez de vos envies et rêvez que tout est possible. Et après, réfléchissez, ok, comment rendre ça possible? Comme ça, déjà, tu as déjà plein d'idées. Et puis ensuite, tu cherches comment y faire. arriver, exactement. Ouais. Alors, toi, tu es coach depuis 3 ans. Tu es aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Les secrets d'un entretien d'embauche réussi. Et tu es également conférencière. Tu as fait notamment le TED Talk. Alors, comment ça se passe le TED Talk? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est un truc que je dis dans mon programme. Faut se fixer des objectifs dans la vie. C'est comme ça qu'on avance. Et ce TED Talk, en vrai, il est dans mes objectifs pour 40 ans. Dans mes objectifs, je faisais plein de choses à 40 ans. T'as quel âge maintenant? Là, j'ai 32, bientôt 33. 32, donc t'es bien en avance. Voilà, sur, exactement. tes Donc, je suis bien en objectifs. avance. Et c'est ce que je dis dans le programme. Je dis, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et c'est vraiment vrai. Et donc, j'avais cet objectif-là. Et je sais pas, un jour, sur peut-être un coup de tête, j'ai vu que mon école faisait des TEDx. Et je me suis dit, bah, vas-y, demande. Va leur demander si ils cherchent pas des gens. Et donc, j'ai demandé. Il se trouve qu'ils cherchaient des gens. Donc, j'ai posé ma candidature et j'ai été prise. Bon, après, il a fallu que je trouve un sujet, il a fallu que je me prépare, etc. Mais en fait, par moment, faut juste oser dire, voilà, c'est quoi mes objectifs? Et si j'ai essayé de les faire maintenant, je saisis une opportunité, j'y vais et je me lance. Je pense qu'aussi, faut se dire que les personnes qui font ça, enfin, peut-être les personnes qui nous font rêver, elles sont pas si différentes de nous, en fait. C'est des personnes qui sont comme nous, juste elles se donnent les moyens de le faire. Donc. Bon, on me dit beaucoup, t'es apparu dans tel podcast, t'es apparu dans ci, comment t'as fait? J'ai envoyé un message et ça a marché et tant mieux. Souvent, on n'ose pas demander, on se dit que les autres ont, je sais pas, un super réseau. Honnêtement, j'ai tout sauf un super réseau, je pense, dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que je travaille parce que c'est super important d'avoir un bon réseau. Mais en vrai, même sans réseau, juste créer du lien avec les gens à droite, à gauche, ça permet de se faire connaître. Après, je pense que aussi quand on est sympa, tu vois, si avec chaque personne que tu rencontres, tu prends le temps d'échanger, d'être sympa, finalement, ça se fait comme ça. En fait, ça prend un peu de temps, mais... Exactement. Donner avant de recevoir. Et alors, dans TED Talk, le sujet, c'était comment retourner ses croyances pour rendre l'impossible possible. Alors, j'adore le sujet. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment on fait alors? Comment on rend l'impossible possible? Bon, on en a un peu parlé. Déjà, la première chose, c'est prendre conscience de ses croyances, ce qu'on appelle limitantes. C'est-à-dire prendre conscience de ces choses où on se dit c'est impossible. Déjà, première étape, je liste tout ce qui est impossible pour moi. Deuxième étape, ça va être d'imaginer que c'est possible. Ok, c'est quoi les résultats que je vais avoir? Si je prends mon exemple d'être coach, ok, c'est impossible. Ok, c'est quoi le résultat que tu aimerais avoir? Bon, en vrai, j'aimerais être coach avant 40 ans. Ok. Et après, au lieu de dire c'est impossible, on se dit, ok, comment tu pourrais faire pour y arriver? Et là, commencer à solliciter toutes les idées. Et si on n'a pas d'idée de comment c'est possible, se poser la question, ok, comment tu pourrais savoir comment faire? Et ça va peut-être être de se dire, faudrait que j'aille parler à un tel, faudrait que j'aille regarder sur Internet, etc. Et en fait, c'est en prenant conscience du coup de toutes ces croyances limitantes, en se disant, ok, si c'était possible, comment je ferais, qu'on va se débloquer et que petit à petit, petit pas par petit pas, on va passer à l'action et qu'on va y arriver. Mais je vous invite à regarder TED Talk. Oui, je mettrai le lien pour les auditeurs d'ailleurs. Et alors, quels sont tes projets pour tes 40 ans maintenant? Alors, pour mes 40 ans, j'ai un projet un peu fou. Ça se trouve, je le ferai avant 40 ans d'ailleurs. Ce serait faire un énorme événement extérieur, genre, je sais pas, 200 personnes autour de randos et du coup, avec du rando coaching. Donc, faire, je sais pas, des petites balades par groupe où on mélange les gens pour faire du rando coaching et où ils avancent sur leurs problématiques de leur vie, que ce soit problème de confiance en soi, problème professionnel ou autre.
faire une sorte la rando's journée, le rando's day. Je n'ai pas encore trouvé de nom, mais un truc comme ça, c'est mon objectif à 40 ans. Ouais, c'est une super idée, je trouve, le côté voilà, événement sportif et en même temps on en profite pour pour réfléchir sur soi, exactement. Et alors, toi, tu t'es reconvertie en étant maman. Alors, comment ça s'est passé pour toi? C'est possible? Comment tu as fait pour gérer ton emploi du temps, pour te reconvertir en même temps en ayant un enfant en bas âge? Ouais, alors, c'est possible. Et là, dès que j'ai des personnes au téléphone qui disent « Ah, mais je suis enceinte, ça va être compliqué, etc. » Il n'y a pas de bon moment, de toute façon. Que l'enfant soit né, que l'enfant soit pas né, que l'enfant va naître, que l'enfant a 15 ans. Dans tous les cas, il n'y a jamais un bon moment. Quand il est tout petit, on se dit « Ah, mais c'est compliqué les premières années. » Oui, mais après, vous allez vous dire que « Ah, mais il y a les études à payer, il faut avoir un emploi stable. » Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Ce qui m'a aidé, moi, à titre personnel, déjà, j'ai un mari quand même qui m'aide. Donc, mais après, j'accompagne des mamans solopreneurs avec un enfant qui se reconvertissent. Tout est question d'organisation. Et c'est aussi un des points, du coup, donc on aborde énormément dans le programme. Comment on organise son temps, comment on fait pour être efficace. J'ai quand même réussi aujourd'hui, donc je vis de mon activité et je travaille 40 heures maximum par semaine, ce qui est quand même assez rare pour des entrepreneurs, parce que je pose mes limites. Le soir à 17h30, je pars chercher mes enfants, je ne travaille plus, et le week-end, je suis là pour mes enfants. Faut poser ses limites, ça demande à apprendre à s'organiser, à être efficace. Mais en fait, avec une organisation, on arrive à tout faire. Et forcément, il y a des trucs que je dépriorise. Ne venez pas chez moi, le ménage, il est jamais fait et c'est le bazar. Mais parce que ça fait partie des choses que j'ai dépriorisées pour me consacrer sur l'essentiel. Mais en fait, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de temps et d'énergie qui sont un peu parfois perdus pour des choses qui sont pas forcément importantes pour nous. Exactement. Il faut se dire, une transition professionnelle, je dis en général, compter en moyenne 2 ans. 2 ans à avoir une vraie organisation, à peut-être faire des sacrifices, je sais pas, vous posez moins de vacances pour pouvoir travailler plus pendant les vacances entre guillemets. Ça peut être le soir, je me reconnecte à 21h et je travaille un peu sur mon projet, etc. Ou ce que je dis dans la majorité de mes coachés, ils savent qu'ils veulent plus de leur job. Donc c'est sûr, ils veulent pas rester, ils veulent pas évoluer dans leur job. Dans ces cas-là, faites le strict minimum. Déjà là, ça vous libérera en général beaucoup de temps. Faites le strict minimum et consacrez à vous, votre projet, votre futur. Rien que ça, vous pouvez gagner 2 heures par jour. Et t'as accompagné à peu près combien de personnes depuis le début? T'as un chiffre en tête? Je crois que je dois être à une 50aine, peut-être un peu plus. Et quelle était la reconversion la plus atypique suite à tes coachings? La plus atypique, en ce moment, j'ai beaucoup de décoratrices d'intérieur. Donc, c'est un truc qui me vient parce que il y a un phénomène de mode, je pense, sur la décoratrice d'intérieur. Si, atypique, peut-être magnétiseur, où j'ai découvert que c'était pas forcément un don, le magnétisme. N'importe qui, en soi, peut se reconvertir en magnétiseur. Bah après, on a interrogé justement des un peu médiums dans le podcast. Et il paraît que tout le monde a ça au fond de soi, en fait. Ouais, bah je pense que ça doit être comme le magnétisme, il suffit de le développer et de le trouver, quoi. Ah oui, c'est incroyable. Comme quoi, là, vraiment, il n'y a plus aucune croyance limitante, justement. Ouais, exactement. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Alors, une reconversion réussie, c'est quand on se lève le matin et qu'on est ultra excité d'aller travailler. Pour moi, c'est pas une question financière, c'est pas une question de succès ou autre. C'est juste cette sensation de je me lève le matin et j'adore ce que je fais, j'ai hâte de travailler et limite le dimanche soir, mais je pète le feu de savoir que demain c'est lundi et que je vais travailler. J'insiste là-dessus parce que si je prends mon exemple, les 6 premiers mois, j'ai pas dû gagner d'argent, même c'est sûr, j'ai pas gagné d'argent. Et pourtant, j'étais ultra motivée par mon job et je me disais, mais cette reconversion, elle n'est pas encore réussie, entre guillemets, mais en vrai, je sais déjà qu'elle est réussie parce que j'aime ce que je fais et quand on aime ce qu'on fait, forcément, le succès, l'argent, tout ça, ça va suivre. C'est vrai que bah moi, ça va faire 4 ans que je me suis reconvertie. Tu vois, je suis partie 3 semaines au printemps. Et au bout de 2 semaines, j'étais un peu, voilà, j'ai hâte de retourner au bureau, j'ai hâte d'avancer. Voilà, voilà, je me disais, bon, bah, c'est bon, j'ai eu ma dose de vacances, j'avais hâte de recommencer à travailler. Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez rare, ça peut même paraître un peu bizarre, puisque dans la vie de tous les jours, c'est plutôt l'inverse. Les personnes, elles ont le stress du dimanche soir, elles ont voilà, le stress de la fin des vacances. Mais en fait, nous, quand on a trouvé ce qui est fait pour nous, on a cette excitation justement d'aller au travail. Ça peut être un plaisir. Ouais, exactement. Et c'est vraiment ça le message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est possible de prendre son pied au travail et de gagner sa vie. Il y en a beaucoup qui vont se dire
Non, mais je suis obligée de rester dans mon job. De toute façon, des jobs qui ramènent de l'argent et où on prend du plaisir, ça n'existe pas. En vrai, ça existe. Alors oui, dans tous les jobs, il y a des côtés négatifs, mais quand le positif est supérieur au négatif, c'est que du bonheur. Et tout le monde a forcément un job, et même j'en suis persuadée plusieurs, qui peuvent exciter la personne et qui peuvent aussi lui ramener de l'argent. Oui, on peut tout avoir. Ouais, exactement. Alors, peut-être juste une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais justement aux auditeurs qui auraient peur encore d'oser la reconversion et puis de suivre un bilan de compétences? Alors déjà, pour suivre un bilan de compétences, vous n'avez strictement rien à perdre. Au pire, vous vous connaissez mieux. Et au mieux, vous changez de voie et vous trouvez le job qui vous passionne. Donc, je pense qu'il y a vraiment rien à perdre. Même, je dis en général, mais il faudrait en faire, je sais pas, tous les 5 ans. Parce qu'on évolue, nos priorités changent, etc. Donc, et ça fait tellement de bien de se reposer un peu sur, OK, où j'en suis, qui je suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller. C'est un temps pour soi qu'on oublie de prendre, et c'est le meilleur investissement. Je veux dire, au lieu de s'acheter un nouveau PC, un nouveau portable, qu'on en rachètera un dans 2 ans, faites-vous plaisir, investissez sur vous. Vous investissez en fait sur votre bonheur, et ça n'a pas de prix. Vous n'aurez pas besoin de faire de nouveaux achats compulsifs si vous êtes bien dans votre job. Donc finalement, ça peut même être très rentable. Et pour ceux qui n'osent pas se reconvertir, si ça fait peur, c'est que vous n'avez pas décomposé la montagne en petites étapes. La reconversion, c'est censé être un truc très smooth. On claque pas sa démission du jour au lendemain pour créer sa boîte ou je ne sais pas quoi. Non, on y va petit pas par petit pas, qui fait que on avance sans s'en rendre compte, sans douleur, et finalement on fait des grands pas. Oui, ça peut être un processus serein, comme tu le disais en fait. Un grand merci Alexandra. Pour les auditeurs qui voudraient faire l'appel découverte avec toi qui est gratuit, ton site c'est www.rand-ose.com. Donc je mettrai tous les liens pour que les auditeurs puissent voir ton site et puis ce que tu fais. Super. Et je me permets de préciser qu'en plus j'ai préparé une petite surprise pour ceux qui viennent de la part du podcast Oser la reconversion. Donc n'hésitez pas à me dire quand vous réservez votre appel que vous venez depuis ce podcast, et vous aurez droit à votre petite surprise. Ah génial. En tout cas, moi ça m'a donné envie de suivre pas le bilan de compétences parce que je sais où j'en suis, mais en tout cas le coaching, c'était super intéressant tout ce que tu as partagé. Un grand merci Alexandra. Avec plaisir Claire-Vie, et à très bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube, et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.